Mathieu Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg et chercheur au Bureau d'économie théorique et appliquée, le BETA. Et vous venez nous parler aujourd'hui d'un livre que vous publiez, que vous avez coécrit avec Pierre Pestiot, qui s'appelle « L'État-providence, défense et illustration », publié aux Presses universitaires de France. Alors, première question dont on parle souvent en ce moment, c'est pourquoi l'État-providence est-il tant décrié aujourd'hui ? Vaste question. Il est peut-être décrié pour deux choses. La première, c'est quand on regarde finalement les chiffres, particulièrement en France, de ce que représente l'État-providence, en tout cas la protection sociale dans un État comme la France, on s'aperçoit que les montants sont assez élevés. Donc souvent, les États-providence en Europe et particulièrement chez nous sont un peu, je dirais, critiqués pour les montants exorbitants qu'ils peuvent représenter en termes de PIB. La deuxième chose qui est peut-être importante pour expliquer peut-être les critiques que l'on peut en faire, c'est qu'on est dans une période où, économiquement parlant, l'emploi ne se porte pas très très bien. On a des taux de pauvreté qui ne sont pas fous, mais qui sont quand même relativement élevés dans certaines catégories de la population. Et donc on se demande si cet État-providence qui coûte tellement, il réussit, il remplit finalement les fonctions qu'il devrait remplir. Et est-ce qu'il faut le préserver, cet État-providence, selon vous ? De toute façon, ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, c'est que oui, d'une certaine façon, il faut le préserver, puisqu'il remplit quand même un rôle. Il remplit un rôle important en termes de lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, d'assurance contre les grands risques de la vie, que ce soit le chômage, la validité, la maladie, et que donc rien que pour cela, cet État-providence, il est utile. Il est utile pour préserver toute une partie de la population qui se trouve face à des soucis, à des moments de sa vie, ou à des moments plus ou moins longs même de sa vie. Rien que pour ça, il est utile. Ça ne veut pas dire qu'il doit rester inchangé, immuable, et qu'il ne faut pas penser à le réformer, à essayer de le transformer pour justement le rendre viable et pour également aussi le rendre d'une certaine manière viable financièrement, puisqu'il représente un coût relativement important pour la collectivité. Et si on prend par exemple le modèle social français, est-ce que ce modèle social il est viable aujourd'hui ? Est-ce que selon vous, il faut le préserver tel quel ou il faut le faire un peu évoluer ? Alors, si on prend le modèle social français, en tout cas si on prend la protection sociale telle qu'elle existe en France, il y a un premier peut-être point de vue statistique que l'on peut prendre, c'est que c'est quand même un des pays en Europe qui représente le plus gros État-providence. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage du produit intérieur brut, du PIB, les dépenses de protection sociale en France sont les plus élevées en Europe. D'un autre côté, on s'aperçoit aussi que la France, si on regarde pour différents indicateurs, que ce soit la pauvreté, le chômage, la couverture à validité, la couverture maladie, la couverture santé, s'en sort plutôt bien. On a quand même une population française qui est relativement bien couverte et bien protégée. Donc, d'une certaine façon, on a envie de dire que notre État-providence, notre protection sociale fonctionne bien. Elle fonctionne bien. Donc on devrait en tout cas essayer d'en garder ces grandes réussites. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à le réformer, puisque en même temps on s'aperçoit qu'il représente un coût relativement important, que ceci ne va sûrement pas aller en s'arrangeant d'une certaine façon avec le temps, le vieillissement de la population et d'autres facteurs technologiques qui expliquent aussi la croissance des dépenses de protection sociale, et que donc on pourrait penser aussi qu'il faut essayer de le réformer. Non pas le changer, non pas le transformer fondamentalement, mais en tout cas l'ajuster, pour assurer cette viabilité. Sur quel point précis on pourrait le réformer ? Je pense qu'il y a un point de vue qu'on essaye de développer très fortement dans le livre, en tout cas, c'est que on s'aperçoit qu'on a un problème d'emploi en France qui est assez important et que l'État-providence, en tout cas la protection sociale, est directement liée à l'emploi puisque le système français repose principalement sur des contributions provenant de ceux qui travaillent et qui financent le système de protection sociale de façon générale. À partir du moment où l'emploi fonctionne pas trop bien dans le sens où on a quand même des catégories, que ce soit les jeunes ou certaines catégories de travailleurs âgés qui sont fortement sans emploi ou certaines catégories sous-qualifiées, on se dit qu'il y a peut-être des réformes à faire aussi liées directement à cela pour aider le système de protection sociale. On pense à la flexibilisation du marché du travail tout en augmentant d'une certaine façon la protection ou la couverture de ceux qui sont en recherche d'emploi. Par là, je ne voudrais pas poser comme exemple la flexicurité danoise dont on a beaucoup parlé, dont on parle beaucoup d'ailleurs dans le gouvernement actuel, dans le sens où je ne pense pas que la flexicurité telle qu'elle existe au Danemark est applicable telle qu'elle en France, mais par contre on devrait s'inspirer, en tout cas on devrait essayer d'aller vers ces deux objectifs, à la fois une flexibilisation de l'emploi qui permet justement d'avoir plus de travailleurs employés, si je peux dire, mais en même temps une protection et donc un filet de sécurité, et donc un État-providence qui reste très actif pour protéger ceux qui sont en transition ou en recherche d'emploi. Et est-ce qu'on peut lutter aujourd'hui contre le phénomène que vous évoquez dans votre livre de l'individualisation de la société qui est facteur de rejet de l'État-providence ? Alors ça, c'est une question auquel c'est difficile de répondre. Même dans le livre, on a du mal à y répondre puisque on s'aperçoit qu'effectivement, et c'est un peu
en général le cas de figure dans toute période de l'histoire qui se porte un peu mal, économiquement parlant et donc socialement parlant, c'est qu'on a un peu un rejet de certaines catégories de la population, de certaines élites. On parle beaucoup de la fracture sociale à la fin du livre, et cette fracture sociale, elle peut être envisagée à la fois géographique, en termes de qualification, en termes de revenus, en termes de richesse. Et c'est vrai que le rôle peut-être de la protection sociale et de la top-providence, c'est aussi de permettre aux individus de se sentir en sécurité et donc de ne pas s'insérer dans un rejet finalement et donc une individualisation des comportements, ou en tout cas de ce que devrait être le fonctionnement de l'économie. Bien, merci beaucoup Mathieu Lefebvre d'être venu sur notre plateau nous parler de votre livre. Et je rappelle pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, la publication de ce livre, donc L'État-providence, défense et illustration aux éditions des presses universitaires de France. Merci à vous. Merci à vous.